La maison des tueurs, loin d'être rassurante, était un piège. D'horribles secrets se dissimulaient derrière ses murs. Les chambres sont des cellules, les sous-sols des salles de torture, les salons des reposoirs pour morts. Ce n'étaient pas des sanctuaires, c'étaient des prisons construites pour la souffrance. Aujourd'hui, nous découvrons les maisons de l'enfer dans cet épisode de The Infographics Show. Tueurs en série ayant fait de leur maison une chambre de torture. La boîte à jouets. David Ray Parker avait peut-être le surnom le plus effrayant pour un tueur en série. Le tueur à la boîte à jouets. Il n'est peut-être pas le pire, mais il mérite sa place au panthéon de l'infamie. Le 22 mars 1999, Cynthia Vigil, une prostituée de 22 ans, a été retrouvée nue et paniquée sur une route du parc Elephant Butte, au Nouveau-Mexique. Un résident inquiet l'a recueillie, choqué par le collier pour chien cadenassé au cou de Vigil. Bientôt, des gyrophares clignotèrent dehors. Meurtrie et tremblante, Vigil racontait son histoire. Elle avait été victime d'un couple tordu, David Ray Parker et Cynthia Lee Handy. Ils l'avaient enlevée, enchaînée dans leur caravane et torturée pendant 3 jours. Le 3e jour, seule avec Handy, Vigil a saisi les clés dès qu'elle en a eu l'occasion. Handy s'est jeté sur Vigil et lui a brisé une lampe sur la tête. Dans la lutte, Vigil a réussi à attraper un pic à glace et à poignarder Handy au cou. Ce n'était pas mortel, mais c'était suffisant pour qu'elle puisse s'échapper. Pieds nus, ensanglantée et désespérée, la police a vite arrêté Ray et Handy. Ray avait grandi dans la pauvreté dans un ranch, avec une mère stricte et pieuse et un père violent et alcoolique. Après l'armée américaine, Ray s'est installé à Truth or Consequence, Nouveau-Mexique, et y travaillait comme mécanicien. Là, il a rencontré Handy, 37 ans qui fuyait des accusations de drogue. Ensemble depuis 2 mois, ils ont rencontré Angie Montano, une mère célibataire. Ils l'ont invitée à boire, puis l'ont attachée et agressée, la choquant avec un aiguillon à bétail. Après quelques jours, elle les a convaincus de la laisser partir. Elle l'a signalé à un policier qui ne l'a pas cru. Alors, quand les policiers sont arrivés à la caravane de Ray, ils soupçonnaient déjà que Vigil n'était pas sa première victime. À l'entrée, ils ont vu des crochets muraux, des livres sur la torture et l'anatomie, ainsi que des outils de torture artisanaux. Ray a affirmé qu'il aidait Vigil à arrêter l'héroïne, mais les preuves racontaient une histoire bien plus sombre. Derrière la caravane se trouvait un semi-remorque insonorisé, sa boîte à jouets. À l'intérieur, des centaines d'instruments de torture, scalpels, fouets, pinces, seringues et une machine pour électrocuter la poitrine des femmes. Le plus troublant était une caméra endoscopique que Ray utilisait pour filmer les agressions, les diffusant sur un moniteur à proximité. Ray aurait dépensé plus de 100 000 $ pour créer cette chambre des horreurs. Handy a aidé la police, révélant que Ray torturait et tuait des femmes depuis des décennies. Il disait prendre 4 ou 5 femmes par an, les garder des mois puis les tuer. Il tenait un journal des sévices, mais pas des lieux d'enterrement. Il disait en avoir jeté certaines dans le réservoir local. On estime qu'il a tué environ 60 femmes. Aucun corps n'a été retrouvé. 3 survivantes ont témoigné. Ray a été condamné à 223 ans de prison pour enlèvement et torture, mais il est mort d'une crise cardiaque en 2002. Aucune accusation de meurtre n'a été retenue. Sa fille, Glenda Jessie Ray, a aidé lors d'au moins un des enlèvements. Elle a écopé de 30 mois. Handy a pris 36 mois et a été libéré en 2019. Un autre complice, Dennis Roy Yancey, a écopé de 30 ans mais a été libéré après 11 ans. Passons à American History X, le château du meurtre. En 1894, des policiers entrent dans un bâtiment inquiétant sur la 63e rue à Chicago. Dedans, rien n'avait de sens. Les couloirs menaient à des impasses. Les portes s'ouvraient sur des murs de briques. Des pièces bougeaient, leurs murs mobiles. Des trappes cachées menaient à la cave, où des cuves d'acide attendaient. Un journal l'a décrite comme une maison extraordinaire, dotée de dispositifs meurtriers, effroyables. Henry Howard Holmes, le propriétaire, issu d'une famille instruite, était diplômé de médecine et chirurgie à l'université du Michigan. Holmes était un escroc au côté sombre, ayant commencé jeune en réclamant des assurances-vie pour des cadavres volés dans des tombes. À Chicago, il était employé dans une pharmacie au rez-de-chaussée d'un immeuble, qu'il a ensuite largement contrôlé par des manipulations financières. C'était l'emplacement parfait pour un hôtel, surtout pendant l'exposition universelle, lorsque de nombreux touristes viendraient. Des gens faciles à arnaquer. Selon la presse, les habitants affirmèrent que les ouvriers allaient et venaient sans cesse du bâtiment pendant des mois. Les maisons faisaient construire des escaliers inutiles, des murs mobiles, des trappes et des judas dans les armoires. Et puis, dès qu'ils devenaient de suspicieux, ils les renvoyaient sans les payer et embauchaient quelqu'un d'autre. Les médias ont rapporté que des femmes disparaissaient,
après s'être enregistrés à son hôtel, où il les enfermait dans des couloirs labyrinthiques. Des sonnettes cachées retentissaient chaque fois qu'une porte s'ouvrait, l'avertissant de leur déplacement. En travaillant à la banque, Holmes rencontra Benjamin F. Peitzel, un escroc expert en fraude. Les deux hommes conclurent vite un partenariat fondé sur la tromperie. Holmes était alors marié à Minnie. Dans ses lettres à une amie, elle s'enthousiasmait d'avoir rencontré Harry Gordon, un homme beau, riche et intelligent, l'un des pseudonymes de Holmes. Mais bientôt, Minnie disparut, ainsi que sa sœur partit la chercher. Tout cela faisait partie d'un plan imaginé par Holmes et Peitzel pour mettre la main sur la propriété de Minnie au Texas. Holmes proposa alors une nouvelle escroquerie à Peitzel. Peitzel se ferait passer pour un inventeur mort dans un accident de laboratoire à Philadelphie. Holmes remplacerait le corps par un cadavre volé, mettrait en scène l'explosion, et ensemble, ils toucheraient une grosse prime d'assurance vie. Holmes a tué Peitzel après avoir souscrit une assurance vie à son nom, puis s'est rendu chez Madame Peitzel. Il lui a annoncé que son mari était parti en urgence à Londres et lui a proposé de prendre en charge 3 de ses 5 enfants pour l'aider. Aucun d'entre eux n'a jamais été revu vivant. Holmes a finalement été retrouvé et arrêté à Boston, non pas pour meurtre, mais pour vol de chevaux. L'arrestation n'était qu'un début, les autorités enquêtant alors que les soupçons grandissaient. Leur attention s'est tournée vers la maison de Holmes à Chicago, le soi-disant château. À l'intérieur, les enquêteurs ont trouvé des preuves troublantes, mais rien de concluant. Faute de preuves, Holmes a été inculpé du meurtre de Benjamin Peitzel. Le nombre de morts dans sa maison de l'horreur reste inconnu. Il a revendiqué 27 meurtres, mais la police n'en a confirmé que 9, malgré des rumeurs évoquant 200 victimes. Il est difficile de savoir, puisque sa vie est empreinte de mythes autant que de vérités brutales. Le 7 mai 1896, il a été pendu. Avant la corde, il a demandé à être enterré dans du béton. Il craignait que quelqu'un ne vole et ne vende ses organes. Nous pouvons dire avec certitude que les 2 prochaines maisons de l'horreur sont les pires. Cabane, dans les bois. En 1999, les médias mondiaux se sont focalisés sur une affaire glaçante résolue après 14 ans. Un juge américain avait condamné Charles Hongji à mort pour le meurtre de 11 personnes dans une cabane isolée de Californie, où il résidait dans les années 1980, dans les contreforts de la Sierra Nevada. Il n'était pas seul, mais accompagné de Leonard Lake, un homme trapu et barbu. Né en 1945, Leonard Lake était ce garçon dont on dirait plus tard, on aurait dû s'en douter. Il était obsédé par des images de femmes nues et fasciné par la cruauté. Il torturait des animaux pour le plaisir de les voir souffrir. Après une mission au Vietnam, l'armée a réformé médicalement Lake, après lui avoir diagnostiqué un trouble de la personnalité schizoïde. Dans le quartier de Haight-Ashbury, à San Francisco, envahi par les hippies, ceux qui le connaissaient le voyaient comme un survivaliste obsédé sexuel. Il a essayé de mener une vie normale pendant un certain temps, et s'est marié, mais sa femme est partie après avoir découvert qu'il jouait dans des films pornographiques. À cette époque, il est parti dans la Cambrousse construire un bunker. Au début des années 80, il rencontre Eng, 20 ans récemment sorti de prison pour des affaires d'armes. Eng, en quête de père, admirait l'expérimenté Lake. Ce n'est qu'en 1984, après leur peine pour des accusations d'armes, que Lake montra à Eng un lieu dans les bois nommé son donjon. En juin 1985, la police du sud de San Francisco a reçu un appel concernant un incident de vol à l'étalage. Un jeune homme asiatique a volé un étau de 75 $ dans une quincaillerie, l'a mis dans le coffre d'une Honda Prelude de 1980 avant de partir. La voiture était encore là à l'arrivée des agents, avec un homme corpulent à la barbe épaisse sur le siège avant. En ouvrant le coffre, ils ont trouvé plus que l'étau. À l'intérieur, il y avait un revolver calibre 22 avec silencieux et plusieurs cartouches. Le conducteur a remis une pièce d'identité. Le nom indiqué était Robin Scott Stapley, mais l'homme ne ressemblait pas à la photo. Les agents ont vérifié la plaque, qui n'appartenait pas à la Honda Prelude. Elle était enregistrée sur la Buick d'un certain Lonnie Bond. Ils ont ensuite vérifié le numéro de série du véhicule, et la situation est devenue sérieuse. La Prelude était au nom de Paul Costner, disparu depuis plus de 7 mois. Le passager barbu n'a pas résisté. De retour au poste, il a demandé de l'eau à un agent. Peu après, il gisait au sol de la mousse de cyanure aux lèvres, qui allait bleuir. Quelques heures plus tard, Larry Lake mourait. Les policiers ont vite découvert son casier pour vol et port d'armes. Ils savaient aussi son attrait pour la pornographie. Ils ont vu qu'il avait été marié 2 fois. La seconde épouse ayant été renvoyée puis arrêtée pour avoir montré à ses élèves comment fabriquer des bombes.
Les enquêteurs ont visité le bunker de Lake dans les bois, où ils ont découvert sa réserve d'armes, du matériel vidéo et de nombreux carnets remplis de notes macabres sur le meurtre et la mort. Puis quelque chose a commencé à faire tilt. Des gens avaient disparu autour de Lake. Son frère, Donald, s'était volatilisé dans la nature. Lake n'aimait pas vraiment son frère, et avait même dit à leur mère que Donald serait mieux mort. Et le matériel vidéo dans le bunker, dont une partie était coûteuse, s'est avéré avoir été volé à un homme nommé Harvey Dubbs, qui était lui aussi porté disparu, tout comme sa femme et leur bébé. La collection de vidéos de Lake relevait de l'horreur pure. Debbie, la femme de Harvey Dubbs, 33 ans, y figurait dans l'une d'elles. Les médias n'ont pas précisé exactement ce qu'elle avait enduré, mais ils ont affirmé qu'il n'y avait aucune chance qu'elle ait pu y survivre. La police était écœurée. Ils ont trouvé une cassette vidéo home system étiquetée Monsieur Ladies. Elle montrait Lake et Eng menaçant leurs victimes, leur disant de faire ce qu'ils demandaient, ou elles mourraient. Une pièce servait de chambre de torture, contenant divers outils et chaînes. Une autre pièce était insonorisée et contenait un lit. Une longue liste d'instructions sur le mur indiquait aux victimes comment interagir avec leur maître. La liste précisait que ne pas suivre les règles serait puni. La police a continué les fouilles sur la propriété et découvert les cacos à l'extérieur, des objets de femmes, ainsi que plus de 20 kilos de fragments d'os. Mais Leonard Lake était déjà mort. Il cherchait désormais Charles Eng, l'homme lié à l'étau volé. Eng est allé au Canada, où il a été arrêté pour vol à l'étalage et avoir tiré sur un agent de sécurité. Mais le ramener aux États-Unis s'est avéré difficile. Le Canada, opposé à la peine de mort, a refusé de l'extrader. 6 ans de procédures ont été nécessaires avant le renvoi d'Eng aux États-Unis. Selon les carnets de Lake, Eng n'était initialement pas enthousiaste à l'idée d'enlèvement, de torture ou de meurtre, mais les vidéos prouvaient sa participation à certains meurtres. Au procès, Eng a fait une crise, hurlant tellement qu'il a dû porter une ceinture électrique. Ses avocats ont affirmé qu'il obéissait simplement aux ordres de Lake, qui contrôlait totalement Eng. Il est vrai que l'un des journaux de Lake disait qu'Eng était très hésitant à s'impliquer dans son plan, et il est vrai que Lake a tué tant de personnes sans qu'Eng soit à ses côtés. Mais Eng agissait parfois seul lors de ses tortures et meurtres. Il avait aussi été aperçu chez les Dubbs. Après 14 ans et 21 millions dépensés, les procureurs ont présenté les preuves. Après 15 heures de délibération sur 3 jours, le jury a déclaré Eng coupable du meurtre de 11 des 12 victimes et il a été condamné à mort. Il est toujours en vie, résidant au California Medical Facility. L'État n'a exécuté personne depuis 2006 et en 2019, le gouverneur Gavin Newsom a instauré un moratoire sur les exécutions. Nous avons gardé le pire pour la fin. Même la raconter est traumatisant, sans parler d'y avoir assisté. La maison des horreurs. Après une enfance traumatisante d'abus et de parents stricts, la vie de Fred West a encore empiré à 17 ans. Après une grave blessure à la tête, ses proches ont dit qu'il n'a jamais été le même. Les vrais signaux d'alerte sont venus plus tard, quand il a été accusé d'abus sexuels par sa sœur. C'était le début d'une descente glaçante dans la violence. Pendant ce temps, Roselets a grandi dans un environnement marqué par la violence, la déviance et des parents atteints de troubles mentaux. Sa mère était tellement dépressive qu'elle a reçu des électrochocs alors qu'elle était enceinte de Rose. Pendant son enfance, Rose a souffert aux mains d'un père schizophrène paranoïaque, dont la façon d'élever ses enfants était tout simplement monstrueuse. Quand Rose est entrée dans l'adolescence, les perversions auxquelles elle avait été soumise semblaient déjà avoir déteint sur elle. Alors, lorsque Fred, âgé de 27 ans, a dragué Rose pour la première fois à un arrêt de bus alors qu'elle était adolescente, elle était déjà habituée aux hommes prédateurs. Elle n'a d'abord pas été impressionnée par Fred, négligé et assez stupide. Bientôt, ils allaient informer l'un des couples les plus troublants de l'histoire moderne. Il aurait pu penser qu'il avait piégé Rose dans sa toile, mais en réalité, elle l'avait aussi piégé. Les parents de Rose ont essayé de mettre fin à la relation, et pendant un certain temps, les autorités locales l'ont placée dans un foyer pour enfants en difficulté, mais elle en est vite sortie, et est retournée dans les bras de son bien-aimé Fred. En 1970, ils se sont de nouveau séparés. Fred a été condamné à 50 livres d'amende et 3 mois de prison pour avoir volé des pneus et une vignette fiscale qu'il a mise sur sa voiture. Mais à ce moment, il avait déjà 2 enfants, donc Rose a dû s'en occuper pendant que Fred purgeait sa peine. Anne-Marie et Charmaine, ses enfants, sont nés de son premier mariage avec Rena, une Écossaise. Plus tard, Fred a étranglé Rena à l'arrière de sa Ford, l'a démembrée puis enterrée dans un champ. Durant leur relation en Écosse, ils avaient recueilli une jeune femme en difficulté, Annie McFall. 2 ans après, Fred vivait avec McFall, alors enceinte de lui, quand elle serait devenue sa victime suivante.
Ses restes démembrés, retrouvés plus tard dans un champ de maïs, portaient des traces de ligotage et de coups de couteau mortels. Donc, Fred avait tué 2 femmes et avait 2 enfants à sa charge. Il les a placés en foyer, mais les a récupérés. Et plus tard, il a rencontré Rose. Charmaine, l'aînée, n'était pas sa fille biologique. Son père était pakistanais. Métisse, avec une peau différente et sans lien de sang avec Fred, elle est sans doute devenue une cible pour Rose, très cruelle avec elle. Cette cruauté n'a fait qu'empirer lorsque Fred est allé en prison et a laissé Charmaine sous la garde de Rose. Quant à Anne-Marie, des années plus tard, elle a en quelque sorte résumé son enfance terrifiante en quelques mots. Je peux encore goûter la peur. En l'absence de Fred, Rose enfermait les 2 filles dans une pièce et renversait leur seau de toilette pour s'amuser. Pendant ce temps, elle envoyait à Fred des lettres dans lesquelles elle lui déclarait son amour et son adoration. Ces lettres qui pourtant étaient similaires. Ils s'adoraient littéralement l'un l'autre. Le problème pour les enfants, c'est qu'ils ne les adoraient pas. Un jour, alors que Fred était en prison, Anne-Marie est rentrée, et Rose lui a dit que Charmaine était partie. Anne-Marie avait vu de ses propres yeux ce que Rose avait fait à Charmaine quand elle était là. Les punitions de Rose étaient presque sadiques, mais elle n'imaginait pas un meurtre. Après tout, c'était leur mère. La famille finira par s'installer au 25, rue Cromwell à Gloucester, où ils élèveront 9 enfants, le 10e étant déjà décédé. Au 3e étage de la maison, Fred a construit un bar à l'apparence sordide. À côté, une chambre avec des draps en soie et des accessoires sexuels de mauvais goût éparpillés. C'était l'espace de Rose, où elle recevait ses clients masculins sous le nom de Mandy. Fred avait installé un Judas et même une caméra. Ils ne se contentaient pas de tolérer son travail, ils semblaient tous deux y prendre beaucoup de plaisir. Rose était une nymphomane, et Fred prenait plaisir à regarder. La maison recevait fréquemment des locataires, hommes et femmes. Rose séduisait des locataires consentants dans sa chambre, les convainquant parfois d'essayer des choses qui les choquaient ou mettaient mal à l'aise. Rose seule possédait la clé de la chambre, qu'elle portait à son cou. Pour les locataires qui refusaient ses avances, ce qui se passait dans cette chambre restait un mystère. Certains aimaient la famille, mais d'autres sentaient des choses étranges dans la maison. Malgré le fait que Fred soit un dégénéré prédateur et que Rose soit une sadique violente au tempérament instable, il existait des vidéos familiales. Scène de bonheur. La famille fait du vélo, joue, rit ensemble à la campagne. Rose préparait des gâteaux et organisait un dîner de Noël parfait. Il y avait des moments de chaleur, mais tout pouvait basculer en un instant. Et ce que Fred et Rose disaient aux enfants être normal était absolument anormal. En 1993, Fred et Rose ont été arrêtés pour négligence et maltraitance sur leurs enfants. Voici ce que la police savait officiellement alors, mais elle savait déjà qu'un des enfants West avait disparu. Les 5 enfants restants dans la maison ont été discrètement placés en famille d'accueil, et l'aîné avait déjà quitté le domicile. Au fil des années, les West avaient accueilli d'innombrables locataires, dont beaucoup avaient senti que quelque chose n'allait pas dans cette maison. Certains locataires ne sont jamais partis. C'étaient à de jeunes gens que Fred avait d'une manière ou d'une autre persuadé d'emménager avec lui et Rose. Puis, en 1994, la police a découvert des restes humains enterrés dans le jardin. Puis ils en ont trouvé de plus en plus. Fred a tout nié au début, et n'a pas vraiment coopéré, mais il a fini par parler. Il a reconnu avoir enterré les corps sous la terrasse et dans la cave après les avoir étranglés puis démembrés. Fred n'était pas très intelligent. Lors d'un entretien, il a d'abord parlé de 2 corps, avant de se corriger, et de dire qu'il n'y en avait qu'un. À l'époque, Rose niait tout lien avec les meurtres. Elle était plus intelligente et manipulatrice que Fred. La police a mis sur écoute la maison où elle séjournait, et Rose a joué la comédie en criant à quel point tout cela était terrible, sans laisser paraître qu'elle était la complice du diable. Lors de plusieurs entretiens, Fred a insisté à maintes reprises sur le fait que Rose n'avait rien à voir avec tout ça. Il disait qu'elle était une bonne mère, une épouse aimante, rien à voir avec lui. Il mentait effrontément. De nombreux locataires et survivants se rappelaient que Rose contrôlait tout. Les enfants disaient qu'elle dominait le couple. Fred était plus fort et colérique, mais Rose était sadique. En réalité, ils étaient tous deux d'une cruauté monstrueuse. Fred faisait peut-être le sale boulot lui-même, mais Rose, plus froide et calculatrice, voulait des victimes que Fred lui procurait. Elle voulait une chambre de torture. Fred l'a construite dans la cave, où il a aussi créé un espace de jeu pour les enfants. On ignore exactement ce que Fred et Rose faisaient à leurs victimes, mais ils les attachaient et les soulevaient avec une poulie. Nous savons que les victimes avaient du ruban adhésif sur la bouche, parfois avec des tubes dans les narines, pour que leur passage à tabac ne soit pas interrompu. Suspendus, le couple les attaquait avec divers outils.
Les victimes ont beaucoup souffert avant de mourir. Fred et Rose West étaient des sadiques organisés qui traquaient ou attiraient des victimes sans méfiance chez eux. Souvent, ces victimes étaient de jeunes vulnérables, souvent des fugueurs. 2 de leurs victimes étaient leurs propres enfants, Charmaine et plus tard Heather, qui était une adolescente rebelle et aurait pu menacer de dire à la police ce qui se passait réellement à Cromwell Street. La réalité n'a jamais été complètement révélée. Des victimes comme Lucy Partington, 21 ans, étaient simplement au mauvais endroit, au mauvais moment. Lucy a sans doute accepté de monter avec les West, rassurée par la présence d'une femme et d'un enfant. C'est la dernière fois qu'on l'a vue vivante. Ses restes ont été identifiés lors des fouilles. Les autres enfants ignorèrent que leurs parents étaient des tueurs en série. Une blague glaçante disait que si tu étais méchant, tu finirais sous la terrasse comme Heather. Et il s'est avéré que ce n'était pas une menace en l'air. Fred n'a jamais été jugé. Il est à mort en cellule, choisissant ce que beaucoup qualifient de solution de facilité. Rose purge toujours une réclusion à perpétuité. Elle reste à l'écart et aime tricoter et cuisiner. La majorité des femmes de la prison l'ignorent. Elle ne sortira jamais. Ces maisons de l'horreur de tueurs sont déjà troublantes, mais pour perdre vraiment le sommeil, regardez le loup-garou, le pire tueur en série, et découvrez comment un homme a déclenché un règne de terreur inédit, ou cliquez sur cette vidéo.